C'est une décision commune prise au terme de 4 jours de concertation par les ministres de la Santé des pays membres de la CEMAC. Le 22 janvier dernier, celle de mettre à la disposition de la population des vaccins efficaces dans les plus brefs délais contre le coronavirus. Au sein de l'opinion, c'est une pilule amère qui a du mal à passer dans une région qui compte pourtant plusieurs solutions endogènes contre la pandémie. Compte tenu de la situation actuelle et compte tenu également de l'environnement, tout ce qu'on suit comme dans les médias, je ne pense pas que le Cameroun en a besoin. Avec nos plantes et le plus souvent avec tout ce que nous prenons ici comme médicaments traditionnels, nous sommes dans la facilité à mieux gérer ce problème au Cameroun. Sceptiques, les populations le sont et beaucoup n'ont pas confiance à ce vaccin dont les fabricants même, disent-ils, ne s'accordent pas sur leur potion magique. Une statistique qu'on prend pour voir s'il faut ce vaccin. Et le choix du vaccin est toujours, je vois, ça pose déjà des problèmes dans plusieurs pays. Si je ne vous apprends rien, vous êtes mieux informé que moi. Ou sur le vaccin chinois, sur le vaccin allemand, sur le vaccin américain, on appelle ça Pfizer. Si dans des pays les plus touchés, le sujet ne fait pas l'unanimité, quelques citoyens se disent prêts de se prêter au jeu. Si je suis touché par ça, je serais intéressé. Si à moi je suis vacciné, je ne vais pas te vacciner. C'est la santé avant tout, non? Même si tu es pauvre, si il y a la santé, c'est plus que la richesse. Le vaccin anti-Covid-19 apparaît comme une solution durable dans la lutte contre cette pandémie qui secoue le monde et la sous-région avec, selon les ministres de la Santé réunis, qui comptent développer une stratégie commune pour que les doses soient disponibles et distribuées à tous. La gestion locale des terres au Cameroun provoque des conflits, non seulement entre locaux, mais aussi entre autochtones et grands exploitants forestiers ou industriels qui s'accaparent de vastes terres. 85% des cas devant les tribunaux camerounais portent sur le foncier. Par ailleurs, seulement 15% de la superficie totale du pays est immatriculée. Il se pose donc un réel problème de l'administration ou de la gouvernance du foncier au Cameroun, articulé sur la disponibilité d'une liste de tous les projets qui ont une emprise sur la terre, d'où la mise sur pied d'un observatoire du foncier au Cameroun. Il est important que les capacités soient renforcées, que l'information soit partagée, pour que le niveau de compréhension puisse être le même en matière de promotion de la gouvernance foncière et de promotion de la gouvernance sur les ressources naturelles d'une manière générale. Sous impulsion du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Yaoundé abrite depuis ce 25 janvier la Semaine du foncier pour l'année 2021. Il s'agit lors de cette 3e édition avec les partenaires techniques et la société civile de plancher au-delà des défis sur les leçons en termes d'une gestion durable et pacifique de la terre au Cameroun. On pense en effet à la réforme foncière domaniale en cours d'élaboration prescrite par le chef de l'État en janvier 2011 au cours du comice agropastoral de Bolova dans l'optique de promouvoir l'agriculture de seconde génération, la réalisation des logements sociaux et le développement des infrastructures. L'objectif principal de la réforme foncière domaniale, faut-il le rappeler, est de faire de la terre un véritable facteur majeur de production, un instrument de développement économique, de croissance pour soutenir le programme économique, financier et social du gouvernement dans son ensemble, en prenant en compte les préoccupations de toute l'équipe sociale, en permettant à tout un chacun d'exercer en toute quiétude le droit humain fondamental qui est le sien, en l'occurrence, en espèce, le droit à la propriété. Soulignons qu'il a été relevé en 2019 que le Cameroun a une législation foncière obsolète. La dernière grande réforme foncière a eu lieu en 1974, des décennies avant la pression démographique actuelle. Les chants du GEM au cœur sont toujours aussi joyeux, là derrière les cases, mais au demeurant plus assez pour dérider ce visage cinquantenaire. Ngous Azola, c'est son nom, a perdu l'étreinte chaleureuse de son mari, décédé d'AVC il y a maintenant 8 ans. Mais la tristesse sur son front, elle la doit à la frayeur désormais quotidienne de perdre aussi la chaleur nostalgique de ce foyer, dernière marque d'amour d'un époux attentionné.
En effet, voici 2 ans déjà qu'elle se bat contre les nouveaux propriétaires de son domaine. Elle a d'ailleurs reçu sommation de déguerpir impulsée par un certain sieur Olinga qui se revendique la parcelle acquise selon ses dires des mains de l'ex-maire de Domé, introuvable. Depuis lors, les matins de Veuve Ngos se suivent et se ressemblent, réveillés par la hantise de ces menaces. Elle ne lâche plus cette chemise bleu ciel, dernier rempart contre un occupant, selon elle illégitime. À l'intérieur, des documents qui lui confèrent pleine légitimité sur l'espace disputé. On y trouve le tout premier manuscrit signé de la matrone du campement d'alors. Il date de 1978. Celui-ci léguait alors à Madame Sanguit, accessoirement belle-mère de Veuve Ngos, la totalité de cet espace. Il y a aussi cette pièce intéressante. Ma feu belle-mère, Sanguit Laurentina, en 1979, donc où elle a laissé tous ses biens à son seul fils unique. Un dossier complété par cette note ministérielle qui lui garantit plein droit dans ce chez-soi si convoité. Et à l'encre et au papier se joignent des voix qui portent et qui comptent, confirmant la version écrite. Il borne le terrain où on a enterré un de ses tuteurs. Alors j'avais coupé court, j'ai dit que vraiment c'est mal pensé. Parce que j'avais demandé qu'on arrête cette mascarade. J'ai dû témoigner plus d'une fois qu'on respecte certaines limites. Le cas de Veuve Ngos, c'est malheureusement plus cliché que scoop dans cette région grande comme un pays. Les problèmes fonciers sont les plus récurrents dans ma communauté actuellement. Parce que si vous pouvez vous imaginer que les informations qui me viennent et qui sont récurrentes et pertinentes, que les gens cèdent au bord de la route bitumée 1 hectare de terrain à 100 000 francs. Et que par la suite, ils se sentent bernés, lésés. Le dénouement est encore à venir, mais déjà les forces s'amenuisent et les cernes de lassitude se dessinent, mais même poussées dans leur dernier retranchement. Pour elle, ce sera mourir que de partir. Vous-même, vous connaissez, quand une descente vient de Yaoundé pour Doumé, c'est de l'argent. À Bomba, 2 fois. Doumé même, 1 fois. Tout ça, c'est de l'argent. Nous, on n'a même pas l'argent. Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes déjà fatigués. Qu'on vienne même nous tuer, ils restent avec ça. Mon souhait est que, s'ils veulent prendre ce terrain, qu'ils viennent déshumer. S'ils seront capables de déshumer les 5 tombes qui sont là. S'ils ne déshument pas, ils vont m'enterrer ici vivante avec mes orphelins. Je dis bien vivante avec mes orphelins. Parce que le terrain m'appartient. La suite, personne ne la connaît, du moins pas pour le moment. Mais en attendant, les gardiens de la tradition préconisent un retour aux sources pour une meilleure gestion foncière. L'interpellation faite à notre communauté, c'est de vivre comme nos parents. Nos parents ont vécu dans la paix parce qu'ils n'ont pas eu la culture de la vente du terrain. Nos parents donnaient le terrain en mariage. Un terrain que l'on vous donne comme cela, vous allez jouir. Je pèse bien mes mots. Paisiblement, durablement, de génération en génération. Pas si simple, serait-on tenté de le dire, mais surtout, si seulement jeunesse savait. Du haut de sa grandeur, au sens propre comme au sens figuré, le chef du groupement Bamendjou, Sa Majesté Sokodjo, vient d'administrer à ses détracteurs et ennemis jurés, qui reste et demeure, un monarque digne de ce nom. Un homme distingué, à l'esprit éclairé et qui, fort de son vécu, tire aujourd'hui les préceptes donnés par l'expérience. Accusé par le préfet des Hauts-Plateaux de cultiver des velléités déstabilisatrices en tenant des réunions suspectes, brandissant au passage la volonté du monarque à fonctionner à marge des lois de la République, signe de rébellion, la sortie de Sa Majesté Sokodjo de ce mardi est un véritable camouflet administré à l'autorité préfectorale. C'est une sortie réfléchie et surtout républicaine. Et ceci pourquoi? Tout simplement parce que les menaces du préfet du Haut-Cam avaient suscité une vague de sympathie et de soumission de nombreux Camerounais soucieux de la respectabilité
de la préservation des valeurs ancestrales et de la protection de ceux qui l'incarnent, les garants de nos traditions. Des compatriotes venus des 4 coins du Cameroun, toutes tribus confondues, se préparaient à cet effet, en conséquence pour le pèlerinage du 30 janvier prochain pour exprimer leur allégeance et surtout leur attachement à un symbole fort de nos us et coutumes. L'occasion était bien donnée à Sa Majesté Sokodjo de faire un pied de nez à ceux qui foulent aux pieds son pouvoir en acceptant accueillir dans sa chefferie un tel monde. L'acte aurait pu être interprété comme un mépris à la République. Ce mardi, le chef du groupement Bamendjou ne sait pas qu'adresser à ces sujets, mais aux Camerounais. Preuve que les actions et les combats qu'il a toujours menés et continue de mener n'est pas dans l'intérêt des siens ou de sa communauté. Dans sa sortie, le dignitaire conscient que le pèlerinage peut dégénérer du fait de la présence dissuasive des forces de l'ordre se veut clair en déclarant que de perdre un seul parmi vous, je préfère partir avant pour ne pas voir que vous restez me pleurer dignement, car seule la vérité gouverne et gouvernera toujours le monde. Fin de citation. Dans cette sortie, le monarque de rappeler les consignes à appliquer le 30 janvier à 12 heures précises, manger des grains de jujube et surtout méditer de manière sincère. À bon entendeur. Les universités d'État au Cameroun s'identifient par la récurrence de grèves. Le ministère de la tutelle et le bureau exécutif national du syndicat des enseignants du supérieur ont déjà depuis quelques années maille à partir. Des efforts des pouvoirs publics pour désamorcer dans la durée des crises qui ont quelquefois impliqué les étudiants et la plupart du temps les enseignants butent face à un problème de prime. Le passé remué nous replonge à cette indignation des étudiants qui revendiquaient des meilleures conditions d'études et de vie et surtout la suppression pure et simple du paiement de 50 000 francs CFA exigés au titre de droit universitaire. Réuni le 17 janvier 2020 à Yaoundé, le SINES appelait à une autre grève de ses membres suite à un non-paiement de l'allocation spéciale pour modernisation de la recherche universitaire. Une grève de protestation annoncée pour la période allant du lundi 27 janvier au samedi 1er février 2020, reconduite du 10 au 15 février 2020 au cas de non-paiement de tous les enseignants. Le syndicat s'était en la même occasion prononcé sur la première phase de l'opération de recrutement de 2000 enseignants titulaires du doctorat ou du PhD, constatant que la première phase s'est bien déroulée dans les institutions universitaires, mais que la phase finale de la commission centrale a connu des insuffisances. La dernière expression du ras-le-bol des enseignants est encore. Le mot d'ordre de grève mis en exécution le lundi 25 janvier 2021 sera en principe tenu jusqu'au 30 janvier. Les amphithéâtres seront donc ainsi sévrés des activités des enseignants pendant une semaine entière. En l'occurrence, la pomme de discorde tient de ce que les enseignants estiment que le ministère de l'enseignement supérieur n'applique pas la règle des tests régissant la gestion des fonds spéciaux d'appui à la modernisation de la recherche universitaire créée par le président de la République en 2009. Dans la répartition et par trimestre, un enseignant assistant perçoit 385 000 francs CFA, un chargé de cours 680 000 francs CFA, un maître de conférence plus de 860 000 francs CFA et un professeur 1 million de francs CFA au titre de la dite prime. Une manifestation que l'on assimile au MINUSUP à un acte antipatriotique. Selon Jean-Paul Mbia, chef de la cellule de communication, le retard observé dans le paiement de la prime est dû à des tensions de trésorerie. Le début du dit paiement a néanmoins été annoncé, l'espoir tenant de ce que ce ne soit pas d'aussitôt une prochaine mauvaise humeur dans les campus des universités d'État.